Et bonjour YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ça fait réfléchir, et le dernier de la série sur Johann Chapoutot, les irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir. Aujourd'hui, on va traiter de l'épilogue, et dans cet épilogue, ce que Chapoutot dit essentiellement, c'est qu'il va traiter la question de est-ce qu'on peut se permettre de faire des parallèles entre aujourd'hui et les années 30 en Allemagne. Et donc cet épilogue, il commence par une citation de Arnold Brecht qui dit « Imaginer affaiblir les nazis par un coup de barre à droite n'était en soi ni stupide ni inconscient. D'une certaine manière, c'était aussi ce qu'avait voulu Brüning. Mais tolérer les nazis contre l'engagement qu'il tolérait le cabinet Papen, cesser toute attaque contre eux et, en même temps, multiplier les attaques frontales contre la gauche seule, non seulement contre les communistes, mais aussi contre les sociaux-démocrates. Balayer de manière téméraire tous les scrupules constitutionnels quand ils contrecarraient leur plan. Voilà ce que Papen et Schleicher tenaient pour la bonne méthode contre Hitler. Même si l'on ne rejette pas par principe la politique de Papen et Schleicher, même si on ne la disqualifie pas comme folle ou inconséquente, on cesse de formuler un jugement aussi bienveillant quand on considère la manière dont elle a été appliquée et quand on s'aperçoit qu'elle a eu pour conséquence précisément ce qu'elle pensait prévenir, le pouvoir total des nazis. Chapoutot face à ça et dit « Le lecteur contemporain aura sans doute décelé quelques échos entre ce que l'on désigne par l'intéressant mot d'actualité et l'Allemagne de 1932. Leur nombre est tel que l'énumération en paraît presque fastidieuse. Une politique d'austérité dogmatique qui aggrave la crise et la misère, un pouvoir exécutif qui fait adopter des mesures de destruction du modèle social allemand à coup de 48-2, une gauche social-démocrate qui soutient cette politique afin, dit-elle, d'éviter le pire, un régime politique qui, à partir de 1930, se présidentialise et concentre des pouvoirs exorbitants dans les mains faibles d'un homme pas exagérément intelligent, mais orgueilleux et buté. Le règne des entourages qui, par une logique de darwinisme inversé, celle de la courtisanerie, promeut les plus incompétents et les moins dignes, ceux qui sont prêts à s'avilir pour devenir des conseillers et donner dès lors à peu près tout autre chose que de réels conseils. Une dissolution ratée, une seconde dissolution dangereuse, inepte, vu le contexte de croissance de l'extrême droite, mais demandée par cette même extrême droite, et accordé en gage de bonne volonté. Une défaite cuisante aux législatives, le refus de tenir compte des résultats des élections, la condamnation des extrêmes et la précision immédiate que certains sont plus extrêmes que d'autres, que ceux qui défendent la nation, les valeurs et la propriété seront toujours préférables à la gauche. Un milliardaire, mania des médias, est habité par une mission de résurrection nationale qui bâtit un empire de presse et de cinéma pour imposer ses cadrages, ses thèmes et sa ligne à un pays qui plébiscitait la paix et la justice sociale, mais qui se retrouvent progressivement nazifiés. Des paniques morales en ismes comme le bolchevisme culturel, que l'on est bien en peine de définir, mais qui résument toutes les peurs liées à l'évolution des mœurs, féminisme, homosexualité, mode de vie urbain, et à l'élévation générale du niveau d'éducation. Un gouvernement renversé dans des conditions humiliantes, une autre dissolution, une autre défaite, et, der chef, le refus de tenir compte du résultat. Un gouvernement chargé des affaires courantes qui s'éternise, un chancelier qui n'entend pas quitter le pouvoir, l'incapacité du président à nommer un nouveau chef du gouvernement, des mois de réflexion au sommet de l'État pour échafauder le meilleur scénario qui permette de rester au pouvoir, malgré les élections et en l'absence de majorité. Une politique de l'offre ouvertement pro-business, faite de subventions aux entreprises et de crédits d'impôt. Des discours auto-justificateurs qui défendent cette ligne en clamant que nous ne sommes pas le gouvernement des riches et la meilleure politique sociale, c'est la politique de l'emploi. Un patronat qui applaudit et qui réclame toujours plus. Des projets de réforme de la Constitution dans le sens d'un renforcement du pouvoir exécutif. Des intrigues de couleur permanentes. Un commentariat qui bavate sur l'humeur du président. Son dernier room ou l'ultime grommellement en date. En quête d'oracle et d'interprétation. Des libéraux autoritaires qui, au pouvoir, envisagent le recours à la force, car ils savent bien que leur politique est impopulaire. Ces mêmes libéraux autoritaires qui souhaitent faire alliance avec l'extrême droite, qui reculent car elle en veut trop, et font finalement le pari de lui confier le pouvoir, etc. Donc la liste des comparaisons qui peuvent se faire entre les années 30 et maintenant, elle n'est pas courte. Mais la question se pose de savoir, est-ce que comparaison n'est pas raison? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que le point Godwin, c'est pas un peu trop? Etc. Et c'est ce que va traiter Chapoutot dans la suite de son épilogue. Il va commencer par dire que en réalité, la neutralité, ou ce qu'on appelle la neutralité, c'est un peu une chimère, c'est quelque chose qui est ancré dans une époque et dans une pensée dominante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réellement prétendre être neutre. On a tous et toutes des affects, des points de vue, un vécu, qui nous font pencher sur une vision ou une autre. L'objectivité, on se lasse de devoir le rappeler, est plus qu'un malentendu, un contresens assez navrant.
Personne n'ayant lu une once d'épistémologie des sciences ne défendra cette idée. Alors l'épistémologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude critique des sciences destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée. Donc concrètement, c'est l'idée de remettre les choses dans leur contexte et de dire que en réalité, la science, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une science sociale, politique ou une science dite dure, même si, bon, la nuance science dure, science molle, excusez-moi, mais voilà. Ce sont des choses qui sont développées dans un contexte, dans une pensée, et qui sont pas neutres, qui sont jamais neutres. En réalité, par exemple, à la découverte des enjeux génétiques, il y a des gens qui sont réellement posé les questions de l'eugénisme, avec cette idée de dire, bon bah voilà, on a découvert un truc incroyable qui est la génétique, comment on va améliorer la race humaine, comment on va se poser la question de quels gènes sont les meilleurs ou pas les meilleurs, et ça va induire une pensée. Ça va pas être neutre. Ça va induire un racisme génétique, prouvé comme étant faux plus tard, mais qui va créer toute une pensée et toute une idéologie. Cette idéologie qui servira notamment à justifier le colonialisme, à justifier l'esclavagisme, à justifier le suprémacisme blanc en réalité. Et donc l'idée de défendre l'objectivité, c'est un peu une chimère, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on pourrait se dire très bien, essayons d'atteindre l'objectivité, même si on sait qu'elle n'existe jamais réellement, mais même ça, ce serait un peu trompeur. Il s'appuie sur pas mal d'autres historiens et historiennes et philosophes qui citent pour avoir fait un peu le même genre d'exercice, hein, de parler du présent en parlant du passé, ou même de parler du présent directement en parlant du présent, au lieu de rester dans leur rôle de devoir de réserve de scientifique historien. C'est le cas notamment de Marc Bloch, c'est l'écrivain qui écrit L'étrange défaite, qui parle de la défaite de la France face à l'Allemagne nazie à l'époque et l'installation du régime de Vichy. Bouquin qui sera plutôt reconnu comme très pertinent et très intéressant. Pourtant, ça n'empêche que ce mec-là, c'est un historien et c'est un historien de l'époque médiévale. Donc on pourrait très bien lui faire tout autant ce même procès en disant bah attends, à quel moment tu parles de l'actu, à quel moment tu fais de la politique, au lieu de rester dans ton devoir de réserve d'historien. Et puis il nous parle aussi de quelqu'un qui s'appelle Jules Isaac, qui écrit un bouquin qui s'appelle Les oligarques. À son propos, il dit l'aimable professeur qui a renoncé à soutenir une thèse en Sorbonne sur la responsabilité française dans le déclenchement de la Grande Guerre, un sujet trop contemporain selon la faculté, ourlé d'hypothèses peu aimables à l'endroit du président Poincaré, s'adonne à son autre passion, l'histoire ancienne, et consacre une étude à la tyrannie des Trente, à la fin de la démocratie grecque, sous les coups de boutoir de l'ennemi, entre parenthèses Sparte, et de la défaite et d'un complot des élites patrimoniales de la cité, trop heureuse de liquider un régime qu'elle honnisse. Évidemment, en parlant d'Athènes du 5e siècle finissant, Isaac parle de la France contemporaine, et l'analogie est à ce point permanente dans son texte qu'il le qualifie dans son sous-titre d'essai d'histoire partiale. Donc Jules Isaac qui fait un peu le même exercice que Chapoutot dans ce bouquin-là, où effectivement il va discuter de son présent. Alors son présent à lui, c'est la Seconde Guerre mondiale, en parlant de la démocratie athénienne. Et Chapoutot qui lui parle de la France en 2025 en parlant de la fin de la République de Weimar. Ce qu'il nous dit à ce propos, c'est qu'en fait, il y a une division qu'on crée tout le temps entre ce qui est le passé et ce qui est le présent, qui permet d'ériger une barrière qui est imaginaire, en fait. Parce que dans la réalité, à quel moment on arrête de considérer les choses comme contemporaines? Et c'est une vraie question qui est pertinente de se poser la question de comment on va ou pas mettre en relation des choses et dire ah oui mais ça c'est dépassé, c'est pas pertinent. Par exemple, est-ce que si maintenant on parle de la politique actuelle en se posant la question de François Mitterrand, est-ce que c'est pas déjà trop vieux d'une certaine manière? Enfin moi j'étais pas vivant, je commence à être plus si jeune. La limite entre passé et présent, elle se pose. À ce sujet-là, il nous dit le départ entre passé et présent est sans doute une étape nécessaire dans la construction d'une épistémologie personnelle, une forme de morale provisoire, dirait Descartes, pour se mettre en chemin et avancer un peu. Mais on sera bien inspiré de vite dépasser ce stade infantile du déontologisme, au risque d'enfoncer des portes largement ouvertes et de radoter un catéchisme éventé. Si on s'en tient juste à dire il faut rester impartial dans notre approche scientifique, et ben en fait, effectivement, on enfonce des portes ouvertes dans le sens où
l'histoire, elle est figée et elle dit qu'est-ce qu'elle dit et elle fait que décrire des faits. Si on a cette approche-là. Alors qu'en réalité, bah, l'histoire, elle est jamais neutre, elle est jamais approchée autrement que par un moyen de comprendre ou au moins interpréter ce qu'on vit actuellement. Et inversement, la manière dont on interprète l'histoire, on l'interprète au vu de ce qu'on voit aujourd'hui. Un très bon exemple de ça, c'est le fait de parler des élections et du suffrage universel. Le suffrage universel, de nos jours, il est universel, on est d'accord. Par contre, il y a quelques années, le suffrage universel, il ne considérait pas les femmes. Mais est-ce que du coup, le suffrage universel de nos jours est réellement universel? En réalité, non. Il ne concerne pas les étrangers, il ne concerne pas les enfants. Il y a pas mal de catégories de la population qui sont exclues du suffrage universel. Et donc, concrètement, il y a tous ces sujets qui permettent de dire qu'en fait, notre vision des choses est de dire oui, alors cette vision-là du suffrage universel, elle était sexiste, et ben on l'a fait au vu de ce qu'on sait maintenant. Peut-être dans 10 ans, on se dira encore et toujours la même chose par rapport à ce qu'est la vision du suffrage universel maintenant, parce que bah, on exclut certaines choses, certaines personnes, et qu'on ne trouvera pas ça acceptable. Et donc tout ça pour dire que effectivement l'interprétation de l'histoire, elle se fait depuis un endroit donné et en direction d'une époque donnée. Donc on peut effectivement jamais réellement prétendre à cette neutralité et à cette objectivité. Et puis il parle d'un catéchisme éventé parce que la vision de l'histoire, en fait, elle a changé plusieurs fois. Il y a une époque où l'histoire, c'était l'historia magistra vitae, qui était cette idée de dire que on apprenait l'histoire pour en tirer des leçons un peu générales qui permettaient d'en apprendre sur les sociétés humaines, sur des grandes choses, et donc dire bah ça nous permettait d'apprendre des erreurs du passé et de ne pas les reproduire. Il y avait un peu ce narratif là, narratif qu'on n'a pas complètement évacué, mais qui a été changé en tout cas parce que la vision plus contemporaine de l'histoire, c'est la vision de Hegel, qui est de dire que en réalité l'histoire, elle est vue à travers la singularité de chaque époque et que l'histoire, elle se répète pas. L'Allemagne en 1930 et notre période maintenant, elles ont suffisamment de points communs pour qu'on puisse en discuter peut-être, mais on ne peut pas tirer des leçons de l'un sur l'autre aussi simplement. On ne peut pas dire bah oui, mais les choses se répètent et qu'est-ce que vous voulez, ma bonne dame, ça va se passer comme ça. Donc ça, c'est la version hegelienne de comprendre comment l'histoire, c'est des points de singularité. Mais à ça se rajoute même une autre vision qui est pertinente, qui est la vision du matérialisme historique. Le matérialisme historique, en identifiant des acteurs sociaux, des dynamiques et des pratiques liées à des intérêts concrets, pouvoir et argent pour aller vite, la défense obstinée de situations et des hiérarchies sociales par les politiques de classe, des luttes entre groupes sociaux, a légitimé l'analogie en histoire. En l'espèce, en dépit de similitudes étonnantes, Hugenberg n'est pas Bolloré et Papen n'est pas Macron. Mais leurs positions dans les configurations politiques, économiques et sociales de la France de 2025 et de l'Allemagne de 1932 sont analogues. Le matérialisme historique, c'est cette idée de penser les rapports sociaux comme des choses qui font évoluer l'histoire. Une très bonne vidéo que je vous conseille sur le matérialisme historique, c'est la vidéo de Oui d'accord qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui parle de pourquoi on considère que les pauvres sont feignants. Si vous n'avez pas le courage d'aller voir cette vidéo, qui est relativement longue mais très intéressante, pour vous résumer un peu ce qu'on peut en comprendre du matérialisme historique, l'idée c'est globalement de dire que y a deux choses qui se passent de manière concomitante. Il y a dans la vie des gens la manière dont ils perçoivent le monde, qui est un truc qui est très théorique, et il y a les conditions matérielles d'existence des gens. Et que l'un et l'autre vont s'influencer en faisant des allers-retours, et notamment sur le sujet des pauvres, c'est très bien illustré pour exprimer comment on est passé d'une vision du pauvre qui était quelqu'un qu'on devait aider à quelqu'un dont on devait se méfier parce qu'il essayait de nous tromper et de nous faire croire qu'on devait l'aider, alors que bah pas vraiment. Le résumé est un peu caricatural, mais bah, je vous invite à voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et cette idée de matérialisme historique permet de penser comment les conditions matérielles d'existence de chacun chacune vont impacter le mode de réflexion et de représentation du monde, et inversement. Et donc il cite Pascal Horry qui fait la préface du bouquin Les oligarques dont on a parlé précédemment. Il dit « La vérité, ce n'est pas de refuser de voir l'évidence qui crève les yeux. Il y a des constances et des récurrences dans l'histoire de notre espèce. Parlons clair.
Celui qui écrit ces lignes a toujours placé au-dessus de sa propre œuvre d'historien la fameuse formule d'Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Mais du même pas, il a fait de la fonction de l'historien la lutte contre l'amnésie. La résolution de cette apparente contradiction est simple. Ce n'est pas parce que l'histoire ne se répète pas que les êtres qui la sont, ne sont pas mus par des forces étonnamment semblables. Les triangles semblables ne se superposent pas, mais leurs angles sont égaux et leurs côtés homologues, proportionnels. Il suffit que les hommes bougent devant le regard de l'homme pour se ressembler étrangement. Alors, l'histoire, éternel recommencement? Espérons qu'il y aura toujours deux ou trois Isaac pour préférer penser qu'elle aurait plutôt l'air d'un éternel inachèvement. Fin de citation. En des termes moins choisis, l'adage populaire veut que l'histoire ne se répète pas, mais qu'elle bégaye beaucoup, non sans lasser, voire désespérer, ceux d'entre nous qui nous fions aux médiévaux pour considérer que nous étions juchés sur des épaules de géants. Manifestement non. Aucun surplomb, aucune hauteur, nous réitérons avec application les erreurs les plus crasses de nos prédécesseurs. Par ignorance, par désinvolture, mais aussi par cynisme et par égoïsme qui conduit à détruire la démocratie. En ignorant le résultat des élections, par exemple. L'État, par une politique outrageusement pro-riche financée par la destruction des services publics et de tous les biens communs, voire le langage lui-même par le mensonge permanent, et jusqu'à l'idée même d'une société et d'un espace commun. Et concrètement, cette position où on conclut sur le fait de faire des comparaisons historiques entre les années 30 et ce qu'on vit aujourd'hui, eh bien, elle se conclut en disant que, effectivement, il ne faut pas faire des comparaisons hasardeuses, mais il faut se poser des questions réelles de matérialisme historique en réalité. Et de se poser les questions de savoir dans quelles conditions un rapport social donné est présent de la même manière et dans quelles conditions ce rapport risque de produire les mêmes effets. Et de se poser la question de non pas dire ah oui mais l'histoire se répète, mais plutôt de dire que on répète les conditions dans lesquelles l'histoire de la montée du fascisme a eu lieu. Et ces conditions, c'est important de les questionner pour s'assurer de ne pas permettre la montée du fascisme. Soit sortir des conditions matérielles dans lesquelles on est qui permettent cette montée du fascisme, soit non, juste ça en fait. Abattre la citadelle quoi. Suite à ça, on enchaîne sur le sujet des libéraux autoritaires, euh, puisque c'est un terme qui est beaucoup utilisé par Chapoutot pour définir et décrire qui sont les gens qui sont au pouvoir dans ces années-là et qui vont par la suite donner la main aux nazis. Et ces libéraux autoritaires ou ce centre bourgeois, selon les mots de l'époque, c'est des gens qui imaginent acheter les nazis à la baisse dans un moment où les nazis sont en perte de vitesse et pouvoir les domestiquer. Mais c'est aussi des gens qui, décision après décision, ont préparé le pouvoir pour les nazis. De fait, la séquence juin 1932, mars 1933, ou en focale plus large, mars 1930 ou 1934, n'a rien d'exorbitant ou de mythologique. Elle est, en réalité, parfaitement lisible à l'aune de l'histoire des sociétés contemporaines, depuis 1789, disons, et de l'histoire des luttes et logiques de pouvoir. Ceux qui en doutent et qui répudient toute comparaison feront observer avec un sens consommé de la tautologie que l'on a tout de même affaire à des nazis. Certes, cette idée de dire que oui on a affaire à des nazis quand même, on peut pas non plus comparer aux nazis, il y a cette idée de l'exceptionnalisme nazi qui vraiment est beaucoup remis en question par Chapoutot, mais par n'importe qui s'intéresse sérieusement à cette période en réalité. Mais ces nazis en 1933 sont ni plus ni moins que l'extrême droite allemande, très bien réticulée socialement dans les élites militaires, économiques, universitaires, dans la bourgeoisie allemande en général, que d'aucuns accusent de trahison. Les troupes du NSDAP choquent parfois la bienséance par des violences excessives et des manières un peu rogues, mais les élites du patrimoine ne trouvent rien à redire au corpus d'idées du parti. Une fois purgés des éléments attachés à la justice, voire à l'égalité sociale, tellement rien à redire que le patronat finance à fond perdu le DNVP d'Alfred Hugenberg, dont le message est purement et simplement identique à celui du NSDAP. Grosso modo, l'idée est de dire que les nazis et les idées qui sont défendues par les nazis à l'époque des années 30, elles sont relativement acceptées par la bourgeoisie et elles sont relativement mises en avant par ces mêmes élites bourgeoises. Et il n'y a pas d'exceptionnalité de la violence du parti nazi à cette époque. Les contempteurs de la comparaison en histoire toujours prompt à tirer le franchissement du point Godwin et à bêler en chœur que c'est plus complexe que ça, que les temps ont changé ou que les nazis d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, se révèlent de bien mauvais historiens, pour les raisons de méthode évoquées plus haut.
mais aussi parce que les nazis d'hier ne sont pas ceux qu'ils croient. Voir dans le NSDAP de 1932 les bourreaux de Treblinka est une faute de quart classique, mais non moins grave, et la sottise la plus courante dès qu'il est question d'histoire allemande en général, et de la période nazie en particulier. Et concrètement, ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, les nazis dans les années 30, eh ben, c'est pas les mêmes que les nazis quand ils perpétuent la Shoah. Alors, c'est les mêmes, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes idéologies, mais globalement, le parti nazi dans les années 30, eh ben, c'est pas un parti qui se présente en disant bonjour, on veut faire un génocide du peuple juif. Eux, ce qu'ils présentent, c'est que c'est un parti qui a des idéaux antisémites, comme la grande majorité de l'Europe, bon, un peu plus, hein, mais comme la grande majorité de l'Europe, et qui met en avant surtout la liberté et le pain, puisqu'il s'agit pour eux de sortir de la dépression économique et refaire de l'Allemagne une puissance européenne majeure. Autrement dit, la manière dont se présente le parti nazi dans les années 30, c'est pas de dire qu'ils sont pour un génocide ou qu'ils sont pour une suprématie raciale absolue. C'est un discours qui se tient en creux et un peu en plein, mais qui n'est pas au cœur de leur proposition politique. Et ce programme, aussi court qu'il soit, c'est celui qui permet notamment à ce que la bourgeoisie le finance largement. Avant même que les industriels et banquiers, diplomates et militaires, inspecteurs généraux et anciens ministres n'apprécient en connaisseur l'ordre régnant à Berlin, avant même que l'on ne goûte à l'avènement d'une zone optimale d'investissement en Allemagne nazie, ce furent bien les libéraux autoritaires allemands qui, dès 1932, surent reconnaître tous les mérites des nazis pour asseoir et raffermir la domination chancelante d'élites patrimoniales discréditées par la crise du libéralisme de 1929, par leur manque d'imagination, l'austérité, ainsi que par leur égoïsme obtus. C'est là, entre autres, que l'histoire de la séquence 1932-1933 incommode, car elle vient troubler des catégories et des oppositions canonisées par le discours. Car elle vient troubler des catégories et des oppositions canonisées par le discours fabulé depuis 1945. Les démocraties libérales ont vaincu les totalitarismes étatiques, les autoritarismes dirigistes, etc. Rien de cela n'est pertinent pour penser le nazisme, qui n'est ni étatiste, c'est tout le contraire, ni particulièrement dirigiste, et de loin. Mais peu importe ici. Parler de libéraux autoritaires pour qualifier cette droite qui déjà se présente comme le camp de la raison en lutte contre les extrêmes, une droite imbue de sa compétence autoproclamée, d'une politique qui va finir par porter ses fruits, et convaincue d'être désignée presque de droit divin pour occuper le pouvoir en dépit de tout peut surprendre, tant on oppose le libéralisme à l'autoritarisme. Et donc il y a cette idée que le totalitarisme, on l'a déjà dit dans l'introduction, c'est un concept qui fait pas tout à fait sens dans l'histoire et qui est mis en avant par un discours libéral qui permet de mettre dos à dos l'URSS sous Staline et le parti nazi. Cette comparaison, elle permet de rapidement parler des extrêmes. Il y aurait une extrême gauche et une extrême droite qui seraient les deux revers d'une même médaille. Que dit notamment Chapoutot dans ce passage et qu'on a déjà traité dans un chapitre précédent, c'est que cette période de 1929 à 1933, elle permet de remettre au centre le fait que le libéralisme qui s'est construit comme la politique des pays qui ont gagné la guerre et les alliés qui ont lutté contre les totalitarismes, qui permettent d'une part de créer ce narratif où on met dans le même sac une supposée extrême gauche staliniste et une extrême droite nazie, et bah ça lui permet de décrire ce narratif où en réalité il serait pas responsable de la montée du nazisme, alors que dans les faits c'est le cas, puisque c'est le libéralisme pourrissant qui donne les bases pour que le nazisme s'installe dans la République de Weimar. Et ce rapprochement entre nazisme et stalinisme qui fait pas vraiment sens, puisque effectivement, quand on parle d'étatisme, on pense effectivement au stalinisme où l'État est tout puissant, mais aussi inséré à toutes les strates et qui gère toute la société et qui veut absolument tout planifier. Et de l'autre côté, bah, les nazis, en réalité, ils étaient plus pour la disparition de l'État. Et de la même manière, cette idée très procédurière de l'autoritarisme au travail qu'on imagine proche du stalinisme, alors je ne suis pas très bien documenté sur le sujet, donc ça j'imagine, mais elle est très loin de la vision du travail qu'ont les nazis. Puisque les nazis, ils ont une vision du travail qui est réellement émancipatrice. Cette idée de le travail rend libre, Arbeit macht frei, machin, en allemand, j'ai essayé, ça n'a pas marché.
Donc cette idée de devenir libre par le travail, c'est quelque chose auquel croient réellement les nazis. Ils ont cette culture du travail qui est de dire qu'en fait, il n'y a pas cet autoritarisme, il n'y a pas ce truc procédurier qui vient vérifier avec votre chef qui vient sur votre épaule et vous dire il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. En réalité, l'approche nazie du travail, c'est une approche qui repose sur la liberté d'action. Le terme de libéral autoritaire, c'est déjà un terme qui est utilisé par Pierre Tserna, qui est un historien dans le cadre de la politique des élites sous le directoire en France. Et ces libéraux autoritaires, c'est des gens qui vont installer en place le vote censitaire. Le vote censitaire, c'est le fait que tout le monde peut voter, mais pas vraiment. C'est à condition de payer un impôt qui s'appelle le cens, d'où censitaire. Et donc, le vote qui est réservé aux personnes qui ont les moyens de payer cet impôt. Et c'est aussi quelque chose qui est mis en avant par Grégoire Chamaillou dans La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire, où où il remonte notamment jusqu'au discours de Carl Schmitt qu'il a eu devant l'industrie de Düsseldorf. Discours qu'on a évoqué dans un précédent chapitre, et dans lequel il parle de l'enjeu pour le libéralisme autoritaire de réduire la portée de l'État et d'en faire un État fort. Cette idée qui semble un peu contradictoire est de dire qu'en réalité, pour que l'État soit fort, il faut qu'il soit présent que dans les domaines dits régaliens. Et que son enjeu, c'est de ne pas se mêler de la vie économique, notamment, mais de s'en mêler quand même pour maintenir les normes et l'ordre en place. Puisque l'ordre à maintenir, c'est un ordre bourgeois. C'est de s'assurer que les ouvriers et ouvrières ne vont pas se liguer à former des syndicats et renverser un rapport de force avec leur patron, mais que l'ordre naturel de domination reste le même. Barbara Stiegler, qui est une philosophe, elle parlera du libéralisme autoritaire pour définir la politique française sous François Mitterrand. Elle parle notamment du moment où Jacques Chirac est Premier ministre, où Pasqua et Balladur sont au gouvernement. Et cette idée, elle est de dire qu'on a déjà effectivement cette même idée dans la manière de gouverner, la manière de mener des politiques qui font reculer le pouvoir de l'État et le renforcent sur son pouvoir coercitif. Il nous parle aussi de Michael Fossel dans son bouquin Récidive 1938 qui propose de plonger dans l'atmosphère politique des années 30. De son exploration de 1938, Michael Fossel ressort en étant surpris de ne pas être dépaysé. Manifestement, l'identité de l'époque l'emporte bien sur la différence des temps. Non, le dépaysement n'a pas eu lieu, car les liens et les échos et les affinités entre les périodes l'emportent. J'ai vu en 1938 des mots d'ordre, des réflexes de pensée, des éléments de langage qui structurent l'ordinaire de la politique française depuis longtemps. L'avantage de 1938 est de condenser en quelques mois des dévolutions à l'œuvre depuis plus d'une décennie dans le présent. Radicalisation du discours, camouflé par une idéologie post-partisane, triomphe des solutions libérales en pleine crise du libéralisme économique, perception des procédures démocratiques comme un obstacle à la mise en œuvre d'une politique efficace, renforcement inexorable du pouvoir exécutif, multiplication des lois sécuritaires, liste non exhaustive qui s'applique aussi à l'Allemagne de 1932 et que le lecteur pourra aisément compléter. Le regard sur le passé instruit d'abord sur ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai pour la France, de la séquence 1938-1940, qui révèle les origines républicaines de Vichy, tout autant que de ce moment 1932 qui, en Allemagne, voit l'extrême centre mettre l'extrême droite au pouvoir. Et le propos, il est effectivement de dire qu'en fait, quand on parle de libéralisme autoritaire pour parler de François Mitterrand, Jacques Chirac, Pasqua, Balladur, c'est pas pour dire que c'est exactement la même chose que Franz von Papen ou Kurt von Fleischer en Allemagne juste avant l'arrivée du nazisme. Mais c'est pour dire que c'est les mêmes idéologies et les mêmes mouvances qui sont à l'œuvre. Puisque, comme il le dit, la particularité des années 30 en Allemagne, c'est la vitesse à laquelle les choses changent rapidement. On passe très rapidement d'une république avec certaines valeurs sociales à une démocratie qui est sous domination d'un pouvoir libéral et autoritaire qui va pousser des idées réactionnaires, puis petit à petit des idées fascistes et fascisantes. L'avènement de régimes comme le fascisme et le nazisme, par exemple, est une réaction contre les promesses de la modernité, singulièrement contre celles de liberté, d'égalité et de fraternité.
Mais cette réaction anti-moderne a lieu dans les conditions de la modernité. Et les historiens de la période savent depuis longtemps, avec Jeffrey Herf, que le XXe siècle a accouché d'un modernisme réactionnaire, qui a semé l'horreur et la mort dans la guerre et le génocide, mais que la violence et la dévastation constitutives essentielles de ce modernisme-là peuvent emprunter des voies apparemment plus douces, ou pour le dire avec les mots de la nouvelle langue contemporaine, bienveillantes. L'idée ici, elle est de dire que le nazisme et le fascisme, c'est des choses qui s'ancrent dans un anti-modernisme. Et ça me permet de faire le lien avec quelque chose que j'avais déjà dit dans une courte vidéo, où on parlait d'écofascisme et du rapport entre la fascisation de l'écologie et le rapport anti-moderniste de certains mouvements écologistes. Mais aussi, ce qui est dit ici, c'est que la violence avec laquelle les changements se passent en Allemagne dans les années 30, elle est peut-être enfin, elle est tout aussi présente, mais elle est diluée sur le long terme quand le changement se fait des années 80 jusqu'à nos jours. Et notamment, il y a beaucoup de thèmes et de thèses euh, fascistes ou fascisants qui sont populaires et popularisés dans notre société actuelle en France et qui l'ont été petit à petit et qui ont du coup un peu moins choqué par leur banalisation. On retrouve cette image de la fameuse grenouille qui meurt ébouillantée dans une casserole puisqu'elle chauffe en même temps que l'eau et plutôt que d'être plongée dans une casserole. Et puis finit cet épilogue en traitant d'une raison particulière de la comparaison qu'on peut faire entre ce passé et ce présent, entre la République de Weimar et la République française actuelle. Pour lui, le sujet qui est très impactant, c'est la Constitution. Que la Constitution de la Ve République soit construite autour du modèle de celle de Weimar. Notamment, il dit que c'est une matrice de la pensée libérale autoritaire. Et que, contrairement au récit qui a été propagé à propos du discours de Bayeux et de Général de Gaulle qui invente la Constitution et propose quelque chose, en réalité, elle a été écrite par des gens proches du Général de Gaulle, qui étaient des juristes qui ont longtemps admiré le changement de régime qui s'est opéré dans la République de Weimar. Ce qui les a motivés, c'est notamment leur méfiance vis-à-vis du parlementarisme, et ils ont vu quelque chose de souhaitable au fait de pouvoir reprendre un pouvoir présidentiel sur quelque chose de purement parlementarisme. Et ça, même sans avoir besoin de modifier la Constitution. Chose qui s'est produite dans les années 30 quand Hindenburg décide de nommer qui il veut chancelier sans tenir compte des résultats des élections, mais qui se produit aussi en France en 2024 quand Macron décide de ne pas tenir compte des résultats des élections et notamment de ne pas nommer un premier ou une première ministre issue de la majorité suite aux élections législatives. Et puis Chapoutot finit en clarifiant l'importance de pourquoi cette constitution elle a un si grand impact. Il y a les structures donc, ces normes constitutionnelles qui sont si prégnantes, car de même que la fonction crée l'organe, les lois fondamentales accouchent d'une culture politique, celle du débat rationnel, du colloque des raisons et au choix selon les moments, de la cacophonie parlementaire ou de la détermination et de l'optimum délibératif. Asymptote toujours rêvé de l'intérêt général, ou celle de l'avilissement courtisan, d'une macération des médiocrités, qui, en vase clos, s'entretient et s'encourage dans la déchéance intellectuelle et morale. C'est précisément dans ces conditions de déliquescence que les structures laissent jouer la conjoncture, celle des individus. Ce qu'il nous dit, c'est que cette structure que donne la Constitution, elle va donner un cadre à la discussion. Et la discussion, elle va se centrer autour de personnalités et non pas de politique. L'hyper-présidentialisation du régime politique français, c'est quelque chose qu'on peut entendre critiquer régulièrement, et notamment parce que ça permet de mettre en avant non pas le cœur du sujet qui est le débat politique, mais la figure qui va représenter tel ou tel parti, telle ou telle politique. Et puis cet épilogue, il va se finir par une deuxième citation d'Arnold Brecht, qui dit « Hindenburg, Papen ou Schleicher ne peuvent pas être critiqués pour avoir volontairement donné le pouvoir à Hitler. Ce n'est pas le cas. Mais pour avoir scellé le succès des nazis, celui-là même qu'ils voulaient éviter par leur dilettantisme. Ce sont moins des intentions malignes qu'une profonde bêtise politique que l'on peut leur reprocher. La légèreté de dilettantes politiques qui agissent aux frais de l'Allemagne et qui laissent l'addition derrière eux, conjuguée au viol de la Constitution, conjuguée également, hélas, à un manque de caractère dans les situations décisives. » Donc voilà, c'était la fin et l'épilogue de Les Irresponsables de Johann Chapoutot qui a porté Hitler au pouvoir.
Si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à... Je sais pas quoi. N'hésitez pas à faire des choses, ce sera bien. Ciao, ciao YouTube.